Bene, buongiorno a tutti. Bien, bonjour à tous. E naturalmente un cordialissimo benvenuto. Je souhaite une bienvenue chaleureuse à Rome et en Italie à tous nos amis de la presse et de la télévision française. Aujourd'hui, un sommet s'est tenu, que je puis dire sans crainte, qu'il s'est agi d'un sommet très positif. De nos entretiens s'est dégagée une forte convergence de l'Italie et de la France sur tous les thèmes que nous avons abordés. Comme vous le savez, nous avons pu discuter de diverses questions. La situation en Libye tout d'abord, la situation en Méditerranée, l'immigration, la coopération économique et industrielle entre nos deux pays. Si Monsieur le Président Sarkozy me le permet, je voudrais dire une chose en tout premier lieu qui concerne la Syrie. Nous en avons parlé, nous sommes très préoccupés de l'évolution de la situation dans ce pays, des nombreuses victimes. Et donc, nous adressons tous ensemble un appel aux autorités de Damas pour que la répression violente prenne fin. Répression de manifestations pacifiques, et nous demandons aux deux parties concernées d'agir avec modération. Nous renouvelons notre invitation aux autorités syriennes pour qu'une suite immédiate soit donnée aux réformes importantes qui ont été annoncées. Comme pour ce qui est de la Libye, nous avons eu la possibilité de parler au téléphone avec le président du Comité national de transition à Benghazi, M. Jalli. Nous avons fait un point de situation. Il m'a remercié de la décision que nous avons prise d'accroître la flexibilité opérationnelle de nos avions. L'Italie fournissait déjà un apport important en mettant à disposition ses bases et en mettant en œuvre toute une série d'autres situations importantes, en intervenant avec ses avions, ses navires, etc. Mais tous nos alliés nous ont demandé instamment, de même que les États-Unis d'Amérique, de faire intervenir également nos avions sur des objectifs militaires lorsque l'on peut exclure avec certitude la possibilité de provoquer des dommages à la population civile. Cette approche de notre part est une suite logique de la décision qui a été prise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons senti que c'était là quelque chose à quoi nous ne pouvions pas nous soustraire, parce que nous pensons que c'est là une intervention de notre part dont il y a vraiment besoin. Nous avons donc pris cette décision difficile parce que vous connaissez notre passé colonial en Libye. Vous connaissez également le traité d'amitié que nous avons mis au point, que nous avons développé avec le peuple libyen. Néanmoins, nous avons estimé et nous estimons que, vu la situation actuelle, il fallait que nous le fassions. Je voudrais dire clairement qu'il ne s'agit pas de bombardement. La presse italienne semblait dire ce matin que nous apprêtions à bombarder. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'interventions très ponctuelles et précises sur des objectifs militaires, des engins en mouvement et autres situations de ce genre. Ceci n'a rien à voir avec des interventions sur des centres civils ou des lieux où il pourrait y avoir des victimes civiles. L'objectif de ce que nous faisons est, sachons-le bien, essentiellement de protéger la population civile. Et donc, ce serait un contresens que nos actions militaires mettent en danger la vie de la population civile.
Nous avons également signé une déclaration conjointe et nous avons également décidé de nommer 2 personnalités au niveau du président Sarkozy et du président du Conseil italien, à savoir moi-même, pouvant aborder les questions de l'immigration en développant les traités qui existent déjà. Je voudrais dire une phrase très claire sur les relations que nous avons avec la France pour ce qui concerne l'accueil des immigrés tunisiens par la France, immigrés qui viennent en Italie et qui n'ont pas un droit d'asile, parce qu'en Tunisie, il n'y a pas de guerre civile. La France, chaque année, a accueilli plus de 50 000 immigrés. L'Italie, par contre, en a accueilli une moyenne de 10 000. Je voudrais donc confirmer ici au président Sarkozy que l'effort de la France a été 5 fois supérieur à celui déployé par l'Italie. Et nous sommes tout à fait conscients de ceci, je le dis clairement, sans aucune volonté d'accuser la France de comportements qui n'ont pas eu lieu. Je le dis très franchement, les choses doivent être réglées entre pays amis sur la base des traités existants, sur la base donc du droit international existant. Nous avons parlé de Schengen. Personne ne saurait nier Schengen, mais dans des situations, dans des circonstances exceptionnelles, nous pensons qu'il doit y avoir des modifications, des variations du traité de Schengen sur lesquelles nous avons décidé de travailler ensemble. Nous avons également rédigé une lettre conjointe au président Van Rompuy et au président Barroso dans laquelle nous demandons une plus grande collaboration des pays de la rive sud de la Méditerranée, une plus grande solidarité de tous nos partenaires européens, et je pense que ceci est dû parce que lors du dernier Conseil des chefs d'État et de gouvernement, nous avons introduit expressément, après une discussion approfondie, ce principe. Les pays de la rive sud de l'Europe ne doivent pas être laissés seuls lorsque des phénomènes d'immigration massive se produisent. Il doit y avoir un principe absolu de solidarité entre les 27 pays européens de l'Union européenne. Et c'est ce que nous avons demandé de manière conjointe. Et nous avons également décidé de travailler ensemble pour ce qui concerne nos relations avec le gouvernement tunisien. Nous voulons insister afin que le gouvernement collabore avec nous dans la surveillance des côtes, des territoires le long des côtes, afin qu'il n'y ait pas ce genre de migration, de flux migratoires. À ce propos, M. Sarkozy a dit qu'il partageait cette dissuasion psychologique que nous avons mise en œuvre en ramenant dans leur pays les immigrés, en essayant de faire connaître ces décisions par l'intermédiaire de la télévision, de façon à ce que ceux qui veulent venir en Europe, dans le paradis européen, se posent la question de savoir s'il y a lieu de dépenser 1 000 € ou même plus pour arriver en Europe et puis être ramené dans son pays d'origine. Nous estimons que cette dissuasion psychologique est très importante. Nous avons bien évidemment parlé de la coopération économique, de ce qui se passe entre nos entreprises. J'ai une position personnelle à ce sujet. J'ai une longue expérience en la matière du monde de l'entreprise et je pense que l'économie doit être libre. Les États peuvent intervenir lorsqu'il s'agit de secteurs qui mettent en danger leur sécurité ou leur ordre intérieur. Dans tous les autres domaines, la concurrence doit être libre. La France, dernièrement, a réalisé des interventions par rapport à des entreprises italiennes. En France, les grandes entreprises sont fortes, sont importantes. Ce n'est pas le cas de l'Italie où notre force réside dans les petites et moyennes entreprises. Et nos petites et moyennes entreprises sont nombreuses. En France, plus de 1 800 qui travaillent, qui sont appréciés. Mon groupe également, Mondadori France,
France qui travaille très bien avec le public français et nous devons également rappeler que les exportations italiennes en France sont supérieures aux exportations françaises en Italie. Je pense donc que sur la base de cette situation de fait, nous devons prendre en considération les phénomènes que le marché nous présente. Notre souhait commun, notre vœu commun est de créer de grands groupes internationaux franco-italiens, italo-français qui puissent bien se situer dans la compétition mondiale, sur la base des relations d'amitié qui existent depuis toujours entre nos deux pays et nos deux peuples. Je prie le Président de m'excuser, Monsieur le Président Sarkozy, de m'excuser si j'étais un peu long, mais c'était moi en tant que hôte qui avait cette tâche au départ. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Premier ministre, c'est toujours une joie que d'être à nouveau en Italie. Et en tant que président français, je veux dire à nos amis italiens combien l'Italie est dans le cœur de chaque Français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela, mais chaque Français se sent proche de l'Italie. Chaque Français, quand il pense à l'Italie, pense à une civilisation, à un art de vivre et à un savoir-faire économique. L'Italie en France a une grande signification. Et j'ai téléphoné au président Berlusconi il y a quelques jours pour lui dire qu'il y a des tensions entre l'Italie et la France. Elles n'ont pas lieu d'être. Peu importe la faute de qui, elles n'ont pas lieu d'être. La France et l'Italie sont liées par l'histoire, par la culture et par un mode de vie qui est tellement similaire. Si vous interrogez les Français, ils vous diront certainement que le seul pays où il fait aussi bon vivre qu'en France, c'est l'Italie. Et d'ailleurs, quand on est en Italie, nous qui avons une tradition méditerranéenne si forte, pour nous les Français, on est tellement bien qu'on n'a pas l'impression d'être dans un pays étranger comme un autre. On se sent proche. Et nous avons décidé, avec le président Berlusconi, d'organiser ce sommet avec le Premier ministre français et les principaux ministres, le ministre d'État Alain Juppé, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, pour évoquer les problèmes qu'il y a entre nous. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y avait des solutions à tous ces problèmes. D'abord sur la Libye. Nous nous réjouissons de la décision de l'Italie d'envoyer ses avions. Nous avons besoin de la participation de l'Italie. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, qui pourrait comprendre que l'Italie ne participe pas au travail de la coalition pour permettre aux Libyens de vivre libres après 41 ans de dictature, alors que vous-même, les Italiens, vous avez été si proches par l'histoire de la Libye. Et donc, le fait que le président Berlusconi, le gouvernement italien, ait reconnu le CNT, ait reçu le président du CNT et décide de mettre les avions au service de la démocratie en Libye, c'est une excellente nouvelle. Nous travaillerons main dans la main et notre accord est total. Je fais mien les propos du président Berlusconi sur la Syrie, où la situation est devenue inacceptable. Parlant sous le contrôle du Premier ministre français et du ministre d'État chargé des Affaires étrangères, il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures. Il y a une aspiration des peuples arabes à la liberté et à la démocratie. Manifester paisiblement, on n'envoie pas face à des manifestants des chars, l'armée, on ne leur tire pas dessus. La brutalité est inacceptable. Sur l'immigration, les deux ministres ont fait un excellent travail. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que Schengen vive. Mais pour que Schengen vive, Schengen doit être réformé. Nous avons voulu la monnaie unique avec l'euro et nous avons réformé le gouvernement économique de l'Europe. Eh bien, nous voulons la même chose pour Schengen. Schengen, qu'est-ce que c'est? C'est un certain nombre de pays qui disent « Allez, on confie
la défense de nos frontières à chacun des pays, ensemble. On se fait confiance. Nous voulons le renforcement de Frontex, nous voulons le renforcement des évaluations, nous voulons davantage de moyens pour que les frontières de l'espace Schengen soient garanties, et nous disons qu'il n'y a aucune raison de ne pas évoquer la clause de sauvegarde. Si un pays est défaillant à garder les frontières des autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est justement parce que nous croyons dans Schengen que nous voulons un renforcement profond de Schengen. J'ai fait valoir au président Berlusconi que je comprenais parfaitement les problèmes de l'Italie, mais en termes de solidarité, que la France était le pays d'Europe qui accueillait le plus de réfugiés en Europe. Je le dis à nos amis italiens, le président Berlusconi l'a dit à juste titre, 52 000. Donc la question de Schengen, ce n'est pas de se renvoyer les problèmes, mais qu'ensemble on gère les problèmes, et je suis très heureux qu'on fasse une lettre commune, le président Berlusconi et moi-même, au président Barroso, et que ça soit l'un des grands sujets du Conseil européen du mois de juin. Sur l'économie, là encore, je voudrais dire à nos amis italiens, nous sommes le deuxième partenaire commercial l'un pour l'autre, le deuxième. Et hommage soit rendu au dynamisme de l'économie italienne. Est-ce que vous savez, vous les Italiens, que la balance du commerce entre la France et l'Italie, elle est déficitaire pour la France, elle est créditrice pour l'Italie? Je viens vous le dire parce que parfois je me demande si les chiffres, si la réalité, elle est connue. Hommage soit rendu à vos entrepreneurs. Vous avez un tissu d'entreprises PME qui font notre admiration et qui ont beaucoup de clients en France. Mais le déficit entre l'Italie et la France, c'est la France qui le paye. Eh bien, c'est à nous d'être plus dynamiques, mais d'une certaine façon, économiquement, le débat est tranché. C'est bien connu, et le président Berlusconi a raison de le dire. Vous avez les meilleures PME et on a des grands groupes puissants. Donc il n'y a pas lieu de se faire une guerre entre les uns et les autres. Vous savez, pour nous, l'Italie, c'est plus que l'Europe. C'est un pays frère. Donc créons des grands groupes franco-italiens. Ça sera l'avantage de l'Italie et ça sera l'avantage de la France. Est-ce que vous croyez que la France peut seule créer des grands groupes à dimension mondiale? Et vous, que vous pourrez le faire seul? Alors bien sûr, il ne faut pas s'en offusquer, le président le sait bien, il peut y avoir des conflits d'intérêts, il peut y avoir des difficultés. Parlons-en. Même dans l'affaire Lactalis Parmalat dont nous avons parlé, Lactalis est le premier acheteur de lait de Parmalat. Nous sommes condamnés à trouver une solution. Et nous avons donc décidé de confier à deux de nos collaborateurs, en accord avec François Fillon, ça sera le secrétaire général de l'Élysée pour nous, qui verra, en plein accord avec les ministres, Christine Lagarde, j'ai toute confiance, et Olio Tremonti, que j'ai bien connu et beaucoup apprécié dans d'autres fonctions, pour trouver des solutions. Nous avons le chemin de fer, nous avons l'énergie, nous avons Parmalat, mais la proposition que la France vous fait, c'est additionnons-nous pour créer des grands groupes franco-italiens. On a besoin les uns des autres. J'en profite pour dire, avec l'accord de la ministre des Finances, que la France sera très heureuse de soutenir un Italien à la présidence de la Banque centrale européenne dans la période de Mario Draghi, que je connais bien. Nous ne le soutenons pas parce qu'il est italien, nous le soutenons parce que c'est un homme de qualité. Mais il se trouve qu'en plus, il est italien. Voilà. Et ça sera un très beau signal à tous les Italiens qui pourraient douter de leur place et de leur rôle dans l'Europe, qu'un Italien exerce une responsabilité de ce type. Et j'étais très heureux, chère Christine, d'entendre le président Berlusconi dire que, naturellement, il soutiendrait la candidature d'un Français dans le cadre du directoire de la BCE. Donc, pour dire et résumer les choses d'un mot, c'était un sommet extrêmement utile. On a pu parler entre amis, franchement, de sujets qui ne sont pas simples, mais pour lesquels les uns après les autres, on a trouvé des solutions, ou en tout cas une méthode de travail pour aboutir à ces solutions. Un dernier mot pour dire que la politique de défense européenne, qui est une priorité pour nous, et dont ont parlé les deux ministres des Affaires étrangères, c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir entre l'Italie et la France, parce que l'Italie a un rôle là aussi
majeur à jouer dans l'Europe de la défense qui est en train de se construire. Je vous remercie. Grazie, Presidente. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous avons trouvé un accord. 2 questions de la part de journalistes italiens et 2 questions de la part de journalistes français. Véronique Rigolet, Radio France Internationale. Question aux 2 présidents, Sarkozy et Berlusconi. Jusqu'où doit aller la révision des accords de Schengen et est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur cette lettre commune que vous avez adressée à Bruxelles? Et puis autre question sur la Syrie, doit-on intervenir en Syrie en soutien aux populations civiles comme on le fait actuellement en Libye? Merci. Bon, d'abord, si le président en est d'accord, la lettre au président Barroso, nous pourrions la publier dans quelques minutes. Enfin, par courtoisie pour le président Barroso, il faudrait qu'elle parte avant qu'on la publie, mais ce n'est pas un secret. Dans cette lettre, il y a des choses très, très simples. Nous demandons un renforcement du travail en commun, c'est-à-dire une évaluation commune de la situation, un échange des bonnes pratiques, le renforcement de Frontex. Une chose toute simple que j'ai connue ministre de l'Intérieur, qui gère Schengen? Enfin, pardon de poser la question, je ne fais de reproche à personne. Est-ce que ce sont les ministres de l'Intérieur? Dans le cas, alors qu'ils le gèrent vraiment, parce que dans les réunions des ministres de l'Intérieur, ce n'est pas vrai qu'on gère Schengen. Est-ce que c'est une équipe dédiée qui doit gérer spécifiquement Schengen? Ce n'est pas un sujet. Et puis j'ai dit un mot de la clause de sauvegarde, qui est une question difficile, mais il faut mener cette réflexion. Donc c'est parce que nous croyons à Schengen que nous voulons faire évoluer Schengen. Et d'ailleurs, pour toutes les questions européennes, mais est-ce qu'on pense vraiment que l'Europe à 27, demain l'Europe à 32 ou à 33, peut être gérée comme elle l'était lorsque nous étions 6 ou 9? Est-ce que l'adaptation des institutions européennes n'est pas la règle? Est-ce que d'ailleurs Schengen n'était pas un changement par rapport à ce qui existait avant la réunion de Schengen? C'est parfaitement naturel. Et au fond, ceux qui refusent toute évolution de Schengen sont ceux qui ne veulent pas de Schengen. Voilà. Et nous croyons à la liberté de circulation des personnes, mais nous croyons à l'état de droit et au respect d'un certain nombre de règles. Voilà. Sur la Syrie, je voudrais rappeler qu'avant l'intervention en Côte d'Ivoire, comme en Libye, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité et qu'il ne saurait être question de quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas une résolution du Conseil de sécurité. Et la France a une certaine expérience en la matière. Je parle sous le contrôle d'Alain Juppé qui a mené un travail remarquable. Ce n'est pas si facile à obtenir. Mais il n'en reste pas moins que sur la Syrie, je maintiens que la situation n'est pas acceptable. Il y a eu un changement historique, madame. Et clairement, la France, j'ai cru comprendre comme l'Italie, nous sommes aux côtés des peuples arabes dans leur aspiration à la démocratie et à la liberté. C'est un choix historique, c'est un tournant majeur dans la politique étrangère de notre pays, et c'est un tournant dont nous assumons chacune des conséquences. Ça ne veut pas dire pour autant que nous allons intervenir partout dans le monde et que toutes les situations peuvent être dupliquées, en aucun cas, et chacun doit le comprendre. La réponse était complète, moi je suis complètement d'accord. Giovanna Pancheri, Sky TG24, una domanda al Presidente. Giovanna Pancheri, Sky TG24. Une question à M. Berlusconi et à M. Sarkozy. À M. Berlusconi, pour ce qui concerne la nouvelle phase de l'intervention militaire italienne en Libye, vous avez dit qu'il ne s'agira pas de bombardement, mais d'intervention ciblée. Mais dans la majorité, il semble qu'il y a quelques perplexités. Je ne me réfère pas seulement à la Ligue du Nord, mais également à une partie de l'âme catholique du PDL. Comment envisagez-vous de surmonter ces perplexités et pensez-vous
pensez-vous qu'il y aura un passage, une filière parlementaire pour ce qui est de cette intervention en Libye? Vous êtes les premières à la demander, mais dans ces moments, on peut dire que les conflits, c'est dans un moment de difficulté. Comment vous pensez que ça va terminer les conflits en Libye? Comment vous pensez que la communauté internationale va s'en sortir? Et si vous pensez que ça va être nécessaire, à part l'intervention aérienne dans les futurs, aussi une intervention de soldats sur les territoires? Merci. Bien, pour ce qui concerne la question qui m'a été adressée, je dois dire que la décision de notre gouvernement n'a pas été facile. Je compte en parler encore avec les alliés de la Ligue du Nord qui partageaient ma position, alors que, conscient de notre passé de colonisateur et conscient également du traité d'amitié que nous avons conclu il y a quelques années avec le peuple libyen, par l'intermédiaire du raïs, M. Gheddafi. C'est quelque chose qui nous a donné, qui nous a créé quelques difficultés dès le départ à nous joindre aux autres alliés. Mais au vu de la situation et à son évolution, on compte environ 10 000 victimes de la guerre civile. Et également, par rapport à toutes les initiatives que nos alliés ont réalisées, les États-Unis, avec John Kerry, qui a été envoyé par le président Obama pour me rencontrer, la France, etc. Tous les alliés étaient conscients qu'une intervention italienne, en plus des autres interventions, pouvait défendre davantage la population libyenne et accélérer la solution du problème libyen, en excluant de manière absolue la possibilité de bombardement. Nous avons accepté, sous une forme bien précise, d'intervenir sur des objectifs militaires ciblés de façon à exclure, dans l'absolu, la possibilité qu'il y ait des victimes civiles. Cette solution est une solution que nous avons dû prendre en respectant la position des alliés, de nos alliés de la Ligue du Nord. J'ai appelé hier soir M. Maroni, M. Calderoli et M. Bossi, et nous nous sommes dit que nous allions parler de ceci même aujourd'hui. J'ai estimé qu'il fallait le faire parce que je ne voulais pas que l'Italie soit considérée comme un participant qui ne serait pas un participant de plein droit, à part entière. Le Parlement avait donné le feu vert à l'initiative que nous avons prise avec la mise à disposition de nos bases. Nous avons estimé que l'opposition intérieure aurait exploité ceci contre nous. Il y a eu un épisode dont tout le monde se souvient d'une triangulation pour incident téléphonique à l'initiative du président Obama avec les pays qui participent à l'offensive contre les objectifs militaires. Nous ne participions pas, nous avons été exclus de cette triangulation. Certains ont profité pour dire que l'Italie ne compte rien et que le président Berlusconi n'est pas pris en considération. Et ce sont en partie ces raisons qui nous ont conduits à prendre la décision que nous avons prise. Pardon ? Oui, nous sommes tout à fait à disposition. Les ministres de la Défense et des Affaires extérieures, des Affaires étrangères sont à la disposition du Parlement pour fournir toutes les informations nécessaires. Je voudrais rappeler que cette décision est prise dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, également dans le cadre du vote que les commissions parlementaires avaient exprimé lorsqu'il s'est agi de prendre une décision. Juste 3 brèves remarques. La première, si nous n'étions pas intervenus à Benghazi, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de morts, certains. Personne n'aime la guerre et personne ne donne un ordre
aux militaires de son pays d'intervenir de gaieté de cœur. Je vous demande de réfléchir à ça. Benghazi a près d'1 million d'habitants. M. Kadhafi avait dit que sa vengeance serait terrible. Et on peut lui faire crédit quand il dit ça. Et c'est des dizaines de milliers de morts qui ont été évités. Et je vais vous le dire, c'était une question d'heures, même pas de jours. Et personne ne peut contester ça. Et qu'aujourd'hui, l'Italie, l'aviation italienne soient aux côtés de la démocratie et de victimes civiles, je m'en réjouis pour l'idée que j'ai toujours eue de la démocratie italienne. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, si nous faisons ces frappes, c'est pour avoir la paix. C'est justement parce qu'il y a cette intervention qui frappe des objectifs militaires qu'il y a une chance d'avoir la paix en Libye. Qui peut croire, qui pourrait oser dire que M. Kadhafi serait venu discuter de l'avenir de la Libye s'il n'y avait pas ces frappes sur les objectifs militaires? Donc ce n'est pas les objectifs militaires ou la paix, c'est parce qu'il y a les objectifs militaires, et encore une fois, merci à l'Italie d'y participer, que nous avons une chance d'avoir la démocratie et la paix. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et puis la troisième remarque sur les soldats au sol, Madame, non. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Cette règle, c'est la résolution prise par les Nations Unies. Et la résolution prise par les Nations Unies ne prévoit pas l'intervention de soldats au sol. Alors on peut discuter sur l'intervention d'agents de renseignement ou d'experts, mais l'intervention militaire au sol, elle n'est pas prévue par la résolution des Nations Unies. Et notre règle, c'est l'application de la résolution des Nations Unies. Pardon de dire ça avec beaucoup de force, mais c'est comme ça que ça se passera. Et en Côte d'Ivoire, nous les Français, nous avons fait exactement la même chose, je veux dire respecter la résolution des Nations Unies. Voilà. Bonjour, Emmanuel Jarry, agence Reuters. Monsieur le Président du Conseil, est-ce que, au-delà des déclarations un peu générales sur les relations économiques de tout à l'heure, est-ce que vous considérez que l'OPA lancé ce matin par Lactalis sur Parmalat est un acte hostile? Et est-ce que vous espérez qu'un consortium de banques italiennes pourra faire une contre-proposition à cette OPA sur Parmalat? Et je voulais savoir plus précisément ce que vous pensiez de ce cas particulier, monsieur le Président. Et puis, juste pour rebondir sur la question de ma consoeur italienne en ce qui concerne la Libye, combien de mois pensez-vous que la coalition internationale puisse maintenir la pression, comme elle le fait aujourd'hui, sur la Libye? Combien de mois, voire combien d'années, sachant que dans certains pays, nous sommes engagés depuis plusieurs années? Je dois vous dire que je ne considère pas l'OPA une OPA hostile. C'est assez singulier que cette OPA ait été lancée ce matin même, le jour même de ce sommet entre M. Sarkozy, moi-même et les autres ministres. Mais j'exclus avec certitude que de la part du gouvernement français, il y avait justement la conscience de cette surposition, de ce chevauchement entre l'OPA et le sommet. Pour ce qui est de l'avenir, je répète ce que nous avons déjà dit ensemble, il nous semble qu'il y a une voie à suivre qui est celle de créer de grands groupes internationaux franco-italiens et italo-français. Et nous espérons que les entrepreneurs italiens avanceront des propositions afin que l'on puisse ne pas mener à bien cette OPA, mais établir un accord avec une participation italienne, avec Lactalis, qui, comme l'a évoqué M. Sarkozy, est le plus grand acheteur des produits Parmalat. Monsieur, Parmalat et Lactalis sont deux groupes privés.
Et le président Berlusconi et moi-même et nos deux gouvernements croient en l'économie de marché. La France et l'Italie sont deux pays fondateurs de l'Europe. Et tous, tout au long de nos vies politiques, nous avons répété un credo que nous croyons à l'avenir de groupes européens. Alors, qui est toujours en période de tension, parce que ce n'est pas si simple de se mettre d'accord, que les groupes se mettent d'accord. Et ce que nous avons proposé, les deux gouvernements, c'est que pour faciliter les discussions entre des groupes privés, l'un de nos proches collaborateurs de chaque côté va tout faire pour essayer de rapprocher les positions. Voilà, c'est très exactement ce que nous avons décidé. Vous dites déclaration un peu vague, mais M. Berlusconi n'est pas le président de Parmalat, je ne suis pas le président de Lactalis, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que nous fassions le travail des gestionnaires à leur place. Nous constatons simplement qu'il y a deux groupes qui ont sur ce point-là des visions parfois différentes. Si on peut les essayer de les rapprocher, tant mieux. Et nous avons dit tous les deux qu'un groupe franco-italien, c'est un objectif positif pour l'Italie, positif pour la France et positif pour l'Europe. Enfin, sur la Libye, je veux dire une chose, au contraire de ce que je lis parfois, nous sommes optimistes. Pourquoi ? Parce que l'opposition libyenne fait preuve d'un grand courage, d'une grande maîtrise. Et chaque jour sur le terrain, nous les voyons lutter avec plus d'efficacité. Et ce sont des gens qui ont vécu un véritable martyre. Et je ne me reconnais pas dans les mots enlisement. Alors maintenant, combien de temps ça va durer? On ne lit pas dans le marc de café. Simplement, nous avons l'intention de permettre au peuple libyen d'exprimer son désir de liberté. Et c'est ça qui va marcher. Et c'est ça que nous faisons. Et vous savez, ceux qui sont du côté de la liberté finissent toujours par gagner. Et ça, c'est une grande leçon de l'histoire. Gerardo Pelosi, Sole 24 Ore. Gerardo Pelosi, Sole 24 Ore. Une question à M. Sarkozy. Il y a exactement un an, vous félicitiez l'Italie pour la décision de notre pays de rentrer dans le nucléaire. La décision d'Enel d'utiliser une technologie française, celle de l'EPR, pour créer des centrales nucléaires en Italie. Eh bien, à la lumière de cette décision de l'Italie de suspendre ce projet, est-ce que vous éprouvez une certaine déception? Et une question maintenant à M. Berlusconi. Je voulais lui demander, à la lumière de l'entente aujourd'hui quant à l'exigence de créer de grands groupes italo-français et franco-italiens qui soient en mesure d'être concurrentiels sur le marché international, est-ce que vous pensez que une disposition italienne contre les raids étrangers doit être prise en considération? Je voudrais également préciser le sens et la raison de ce moratoire que nous avons introduit pour ce qui concerne le nucléaire en Italie. Nous sommes tout à fait convaincus que l'énergie nucléaire est l'avenir de toute la planète. Nous étions les premiers au monde. Enrico Fermi a découvert la possibilité de produire de l'énergie à partir de l'atome, et c'était un Italien. Nous étions à l'avant-garde dans la réalisation de centrales nucléaires dans les années 70. Nous savons bien ce qui s'est passé. L'écologisme de gauche est intervenu et l'Italie a dû interrompre les travaux dans des centrales qui étaient presque achevées. Depuis lors, nous devons acheter toute l'énergie que nous consommons de l'étranger. Ceci représente un coût considérable qui pèse sur l'ensemble de l'économie et sur tous les ménages italiens. Le coût est de l'ordre de 30-40%, voire même de 50% par rapport au coût que les ménages et les entreprises françaises payent à la suite de la décision française d'avoir réalisé, si je ne m'abuse, 60 centrales nucléaires en toute sécurité.
Et il me semble même que lorsqu'une décision de réaliser une centrale est prise entre les diverses communautés, il y a une compétition pour que la centrale soit réalisée dans cette communauté. Ce qui montre bien quelle est la conviction profonde des ressortissants français à cet égard. En Italie, ce n'est pas le cas. L'acharnement, les événements au Japon à la suite des sondages que nous faisons auprès de l'opinion publique a effrayé encore davantage nos ressortissants. Si aujourd'hui nous avions organisé ce référendum, le nucléaire n'aurait pas pu être réalisé pour de nombreuses années à venir en Italie. Le gouvernement a voulu introduire ce moratoire pour éviter le nucléaire en ce moment, pour que la situation au Japon soit éclaircie et afin que dans 2-3 ans, l'on puisse de nouveau avoir une opinion publique qui serait consciente de l'exigence de retourner à l'énergie nucléaire, qui est sûre. Cette centrale japonaise a été construite sur un terrain sur lequel aucune construction de centrale nucléaire ne devait être prévue. Les centrales françaises sont si sûres qu'elles peuvent même résister à une attaque atomique. Et avec la France, nous avons passé de nombreux contrats, l'Enel avec la société française, des contrats qui ne sont pas annulés, qui se poursuivent. Nous sommes en train de décider de mener de l'avant toute une série de secteurs de ces contrats, par exemple la formation, qui est un aspect très important. Voilà donc quelle est la position du gouvernement italien, une position de bon sens, de ne pas avoir rejeté pendant on ne sait pas combien de temps la possibilité de réaliser ce qui est, à mon avis, un destin inéluctable. Cette décision nous projette davantage vers les énergies renouvelables qui peuvent arriver à des pourcentages sur l'ensemble de l'énergie nécessaire qui sont de moindre importance. Merci. Bon, naturellement, je n'ai pas jugé la décision qu'a prise souverainement le gouvernement italien et même nous en comprenons les raisons. Mais qu'il me soit permis de dire à l'opinion publique italienne deux ou trois choses. La première, c'est que l'accident de Tchernobyl était un accident nucléaire, avec un moteur qui a mal fonctionné et qui n'était pas installé conformément aux règles de sécurité. Le drame de Fukushima, c'est un drame lié non pas au tremblement de terre, mais au tsunami. La centrale de Fukushima date des années 70. Le tremblement de terre était de niveau 9, la centrale a parfaitement tenu et même le moteur s'est arrêté lorsque le tremblement de terre a eu lieu. C'est le tsunami d'une proportion incroyable qui a ravagé les dispositifs de pompe et qui a arrêté l'arrivée de l'eau pour refroidir à la fois les combustibles et le moteur. Donc le retour d'expérience sur Fukushima, ce n'est pas un retour d'expérience sur le nucléaire, c'est un retour d'expérience sur les tsunamis. Deuxième remarque, en France, comme en Italie, nous n'avons pas de gaz et nous n'avons pas de pétrole. Et grâce à un homme qui était un visionnaire, le général de Gaulle, la France aujourd'hui est autonome pour 80% de son électricité. Nous avons une 60aine de centrales nucléaires, depuis près de 50 ans, qui fonctionnent dans des conditions de sécurité et qui font que les Français ont confiance. Mais pourquoi? Nous n'avons pas fait que le choix du nucléaire en France. Nous avons fait également le choix des énergies renouvelables. Mais qui peut penser que le solaire, que l'éolien va suffire à compenser le nucléaire? Nous avons tous signé des accords pour arrêter les émissions de gaz à effet de serre qui font un trou dans la couche d'ozone. Le nucléaire ne produit pas d'émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre. Et donc le vrai débat à avoir, c'est le débat sur quelle sûreté nucléaire. Et la France a perdu récemment, j'en parlais avec le Premier ministre, des contrats à l'étranger pour construire des centrales. Pourquoi les avons-nous perdus? Parce que nos centrales sont plus chères, parce qu'elles sont plus sûres. Et le vrai débat à avoir, à la suite de ce qui s'est passé, c'est quel niveau de sûreté.
Et cher Monsieur le Président, nous le disons ici parce que nous sommes proches de l'Italie et que la question de la sûreté de nos centrales, c'est une question aussi pour nos voisins. Et d'ailleurs, se tiendra au mois de juin une grande réunion à Paris de toutes les autorités indépendantes de sûreté nucléaire pour qu'on prenne le plus haut niveau possible. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit le président Berlusconi. Sachez que le jour où nos amis italiens décideront de revenir vers le nucléaire, la France sera un partenaire accueillant et amical. Voilà ce que nous voulons dire simplement. Parce que tous ceux qui agitent les peurs oublient une chose, c'est que nos compatriotes en Italie comme en France, ils veulent être éclairés, ils veulent être chauffés, ils veulent avoir de l'énergie pour leurs entreprises. Regardez le coût des énergies fossiles aujourd'hui. Regardez les événements un peu partout dans le monde. Regardez le coût du baril de Brent ce matin, qui était aux alentours de 120, 125, 126 ce matin. Hein? Quand on nous dit qu'il faut créer des emplois, il faut créer de la croissance, s'il n'y a pas d'énergie, on les crée avec quoi? Hein? Donc, ce n'est pas le nucléaire et rien d'autre, c'est le nucléaire plus toutes les énergies renouvelables. C'est ça le choix pour nous, le choix auquel nous nous trouvons confrontés. Nous respectons la décision des Italiens et nous restons vraiment disposés, le jour où ils le décideront, à travailler avec vous. Et en tout cas, sachez que pour toutes nos centrales, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions sur la sûreté nucléaire chez nous. Il n'y a pas d'autre solution que la transparence. Voilà. Et nous le disons, un pays ami et un pays voisin. Nous ne considérons pas que c'est notre souveraineté. Bien sûr, c'est notre souveraineté. Mais le partage de l'information sur la sûreté, c'est quelque chose que nous partagerons avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Je remercie le président Sarkozy, je remercie le président Fillon, je remercie tous les ministres, aussi bien français qu'italiens. Merci à vous tous. C'est toujours un plaisir que de vous avoir ici. J'espère que ce plaisir pourra être renouvelé à plusieurs reprises. Je crois que nous travaillerons bien ensemble, comme nous l'avons toujours fait, en prenant en considération l'intérêt de nos pays, de nos peuples, et en essayant de faire de notre démocratie, de notre liberté, quelque chose qui puisse contribuer au vent de liberté et de démocratie qui a soufflé sur la rive sud de la Méditerranée, que nous suivons de très près et à laquelle nous essaierons de fournir des aides importantes, y compris sur le plan économique, afin que ces peuples puissent connaître la démocratie, la liberté et par là même le bien-être économique. Merci à tous. Merci Nicolas.